extrêmement compétente dans ce domaine, à la fois euthanasie et juridique, et qui a une connaissance universitaire très documentée. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis extrêmement compétente, mais je vais essayer d'être extrêmement claire, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de juristes dans la salle, et donc je vais essayer de vous dire des choses les plus simples possibles, et vous dire que ces propos n'engagent que moi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de juristes qui s'expriment sur ce sujet, parce que c'est pas facile de s'exprimer sur ce sujet quand on est juriste, parce que certains sont soumis à des obligations de réserve, parce que voilà, moi quand je m'exprime, je reçois plein de SMS, on me dit c'est super, t'as le courage de parler, c'est vachement bien, mais ça n'engage que moi, voilà. C'est pour vous dire un peu le climat ambiant. On est dans une société sécularisée, où le religieux n'a plus sa place, et la seule organisation et les seuls repères que nous avons sur nos mœurs, sur notre morale, sur nos règles, eh bien, ils sont dans le droit. Et donc le droit a pris une fonction et une place extrêmement importante dans nos sociétés. J'aime beaucoup cette définition d'Alain Supiot qui dit que le droit est une technique de l'interdit qui conduit les hommes à déterminer une représentation juste du monde. Et donc, en fait, c'est tout là l'enjeu, et la question de l'euthanasie et du suicide assisté est à cet égard extrêmement important. Il nous faut déterminer la représentation juste du monde. C'est quelque chose d'extrêmement ambitieux qui fait froid dans le dos, mais c'est bien l'enjeu. Aujourd'hui, on est sur des questions qui sont extrêmement importantes, et c'est pourquoi il est si difficile d'aborder cette question, et je vais essayer de le faire avec la plus grande humilité possible. Je crois que avant de savoir si on peut se poser la question de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, il faut regarder quelques minutes notre écosystème juridique actuel et voir comment est notre système juridique français, autour de quelles valeurs est-ce qu'il s'organise. Et vous allez voir que c'est un modèle qui a beaucoup de force. Il a beaucoup de force parce qu'en fait, il reconnaît une valeur absolue à la vie et au respect de la personne humaine, vivante et viable. Vivante et viable parce que ce respect, il commence au moment où l'enfant naît vivant et viable. Avant, il y a tout un statut juridique de l'embryon qui est très différent et qui d'ailleurs est relatif. C'est-à-dire qu'un embryon a une valeur, une protection qui est graduée selon le fait de savoir s'il va avoir un projet parental, si cet embryon a des difficultés de développement, etc. Et donc vous avez un statut juridique qui est différent avec des règles juridiques différentes. Le respect de la personne humaine, total, absolu, il commence à partir de la naissance de l'enfant. Et cette valeur absolue de la vie, elle nous vient de 1981. À partir du moment où on a interdit la peine de mort, et on a dit que toutes les vies méritent d'être protégées, même celles du pire criminel, on a institué et on a consacré une valeur absolue à la vie. Et ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on légalise l'euthanasie et le suicide assisté, on entre dans une autre dimension, dans une valeur relative de la vie. Donc c'est très important, et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ce sujet, comme l'a dit Bruno, de façon haute, et non pas rester dans l'émotion et dans l'individu, mais bien dans le collectif et dans l'aspect civilisationnel. Notre droit, donc, il reconnaît une valeur absolue à la vie, il reconnaît la dignité de toutes les personnes humaines, quelles qu'elles soient, de façon totalement égalitaire. Ça, c'est vraiment très fort dans notre système juridique. Et je me rappelle quand j'ai commencé mes études de droit, on nous a expliqué que quand quelqu'un était éligible à un don d'organes, on ne regardait pas son âge, savoir s'il avait une profession, savoir s'il était SDF, savoir s'il avait des enfants. Toutes les vies sont appréhendées de la même façon d'un point de vue médical. Cette personne a besoin d'un organe, eh bien, il y a une liste, il y a une file d'attente, mais on ne regarde pas d'autres aspects. Donc cette valeur absolue de la vie, elle est très importante, et elle est tellement importante aussi que notre droit justifie des atteintes à la liberté pour protéger la santé des individus. Vous avez tous vu combien les Français se sont volontairement pliés aux règles de confinement pour protéger la vie
pendant le Covid. Et vous savez aussi qu'on hospitalise sans consentement, je ne vais pas l'apprendre ici, des gens parce qu'on considère qu'ils ne se protègent pas eux-mêmes et qu'il faut protéger leur vie contre leur gré. Donc on a une valeur absolue à la vie qui est accordée par notre droit, un principe de dignité, et le Conseil constitutionnel a reconnu tous ces principes de façon très forte. Donc ça c'est pour l'individu lui seul. Et puis ensuite il y a le rapport à l'autre. Et donc on est d'abord des êtres sociaux dans un rapport avec autrui. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que notre système juridique énonce qu'il est interdit de nuire à autrui et qu'il faut aller encore plus loin. Nous avons une obligation positive de secours envers autrui. Et tout notre écosystème juridique est organisé autour de ça. Donc les atteintes à l'intégrité physique et morale d'autrui sont interdites, elles sont pénalisées par le code pénal, et même si la victime est consentante, la provocation au suicide est interdite, et puis l'obstination déraisonnable est interdite parce qu'elle confine à la maltraitance. Parce que c'est une sorte de maltraitance, le fait de s'obstiner déraisonnablement sur une personne qui doit mourir. Ces obligations de secours et d'assistance, elles sont très fortes dans notre droit. Elles sont soit directes, c'est l'époux envers son épouse et vice-versa, c'est envers des enfants, c'est le devoir de solidarité, de secours et assistance, et puis c'est aussi une solidarité indirecte avec la protection sociale, notre système d'aide sociale. C'est l'infraction pénale de non-assistance à personne en danger, qui est quand même aussi très forte, et qui impose de sauver la vie d'autrui lorsque celui-ci se met en danger. C'est tout notre dispositif de protection des personnes vulnérables, c'est les innombrables obligations de sécurité et de prudence qui pèsent sur les employeurs à l'égard de leurs salariés, c'est une société où tous les risques sont garantis pour protéger la vie. Donc la vie, elle est protégée de façon très forte dans notre société. On a même parlé de sacralisation de la vie à bien des égards. Et donc, c'est ce paradoxe qui est fou, c'est qu'on s'interroge en ce moment sur la légalisation du droit de donner la mort, alors qu'on est dans une société qui sacralise énormément la vie. Mais il y a une tendance de fond, et que vous connaissez tous, et je vais dire un truisme, mais je crois qu'il est important à rappeler, c'est que ce droit que je viens de vous brosser à très gros traits en quelques minutes, il constitue ce qu'on appelle pour les juristes le droit positif, c'est-à-dire les règles qui sont les règles formelles et qui constituent notre société, qui lui donnent un cadre. Mais ce droit objectif, il est bouleversé depuis plusieurs années par ce qu'on appelle l'émergence des droits subjectifs. Qu'est-ce que ce sont les droits subjectifs? Ce sont ce qu'on appelle les prérogatives individuelles des individus et qui sont très importants puisqu'ils ont permis l'essor de nombreuses évolutions que je vais vous rappeler très rapidement. Mais ils participent en fait d'un état d'esprit qui a beaucoup changé dans nos sociétés et que nous reconnaissons tous comme un véritable progrès social. C'est la façon dont le droit permet à l'homme de maîtriser son destin. L'homme moderne veut maîtriser son destin, maîtriser les naissances, maîtriser son couple, maîtriser son travail, maîtriser sa santé. Il veut être maître et autonome, et le droit le lui permet. Et donc, l'essor des droits subjectifs étant ça une grande évolution, c'est le droit à l'IVG, c'est le droit au divorce, c'est le droit à l'accès à l'assistance médicale à la procréation, c'est le droit à recevoir des soins appropriés. Tous ces droits sont consacrés juridiquement. Le droit de choisir son médecin, le droit de voir sa souffrance soulagée, même si ça accélère son décès. Et donc, on a comme ça l'émergence de nombreux droits subjectifs. Et même en droit international, mais pas en droit français, il existe un droit à la vie, comme si la vie était un objet. Et bien ce droit a été consacré par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez ce glissement entre le droit objectif et le droit subjectif, où tout est pensé à travers de l'individu, à travers le prisme de l'individu et de sa prérogative sur la collectivité. Alors, à bien des égards, l'émergence de ces droits subjectifs est donc une évolution positive, mais à force de consacrer des droits subjectifs, et donc des prérogatives à des individus sur la société, et bien forcément,
on multiplie ses prérogatives, on multiplie le risque qu'elles rentrent en conflit les unes aux autres, et on transforme peu à peu la norme qui au départ était l'interdit, la direction à suivre, par une multiplicité de prérogatives qui donnent des choix et des alternatives aux individus. Et donc on passe d'une norme directrice à une norme alternative, et on prend le risque en quelque sorte. Le doyen Carbonnier, que j'aime énormément, qui était un grand professeur de droit, parlait de la pulvérisation du droit objectif à travers les droits subjectifs. Et puis derrière cette émergence des droits subjectifs, qui correspond donc à l'augmentation des libertés individuelles, hein, donc on augmente les libertés individuelles et les exceptions, eh bien, chaque fois, il faut mettre une réglementation nouvelle pour pouvoir encadrer ce nouveau droit subjectif. Et donc, parfois, on arrive à des processualisations, c'est ce que disait Bruno, et en fait, on remet encore du droit. Et donc, on est dans une société où on a toujours plus de normes et toujours plus de droits, précisément parce qu'on veut respecter chaque volonté individuelle et chaque prérogative en lui donnant un cadre. Et donc, paradoxalement, on part d'une demande d'augmentation de reconnaissance de liberté individuelle, et parfois on aboutit à moins de liberté parce qu'à force de reconnaître toutes ces exceptions, on rajoute du droit, on rajoute de la norme et on rajoute de la réglementation. Et d'ailleurs, quand vous regardez la taille des différentes lois, ça parle de même. Voilà. Alors, donc vous voyez très bien où je veux en venir, c'est que cet essor des droits subjectifs, et bien là on est en plein dedans. Le droit à mourir, c'est complètement dans cette tendance-là. L'individu veut maîtriser le moment de sa mort, et donc beaucoup de personnes considèrent que c'est anti-progressiste que de dire qu'on ne peut pas accéder à cette demande. Et à bien des égards, quand on regarde attentivement, et moi qui ai travaillé à l'hôpital pendant plusieurs années, je l'ai bien vu, il y a des situations extrêmement difficiles, et bien évidemment qu'aucune loi ne pourra, dans toute sa grossièreté, dans toute sa lourdeur, arriver à traiter finement de la situation et à rentrer dans l'épaisseur des sujets, de la relation, de la demande du sujet. Et donc forcément on a ces textes qui sont indigestes, qui sont lourds, et à côté de ça des situations très fines et très complexes. Et c'est d'ailleurs la grande force de la loi Leonetti qu'il faut saluer, c'est que ça n'est pas une loi qui dit ce qu'il faut faire, c'est une loi qui dit comment est-ce qu'il faut faire. C'est une loi de procédure, c'est une loi qui processualise la décision collégiale pour arriver à un résultat avec un certain interdit qui n'est pas levé, donc qui est très clair. Mais après, toute la zone grise, eh bien, c'est une procédure, c'est une loi qui dit comment, et ce n'est pas une loi qui dit exactement là où il faut aboutir. Alors, quels sont les enjeux juridiques de créer un droit à la mort? Alors, forcément, après tout ce que je vous ai dit, vous comprendrez qu'on ne peut pas contester le fait qu'en légalisant l'euthanasie et le suicide assisté, c'est une bascule énorme qui va s'opérer. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est objectif, c'est une bascule. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit actuellement, le rapport d'autrui dans notre société, c'est toujours un rapport positif de bienveillance et de soutien dans la vie, dans le soin. C'est comme si notre conception de la fraternité et de la solidarité, pour l'instant, c'est celui-là. Et là, avec la nouvelle loi qui risque d'être adoptée, donner la mort va pouvoir, dans certains cas, être un acte bienfaisant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Comme je vous l'ai dit, la vie n'aura plus de valeur absolue. Et donc, il y aura une valeur relative. Il y aura des vies qui méritent plus ou moins pas qu'on les soutienne, parce que je voudrais pas être maladroite dans mes propos, mais selon les contextes et selon les personnes, l'obligation d'autrui en face ne sera pas la même. Et puis, ce qui va changer aussi beaucoup, c'est que la société et l'État vont être de nouveau, c'était plus le cas depuis l'abolition de la peine de mort, mais de nouveau
la société et l'État va être mêlés à la mort des individus en instaurant, donc par la loi, des critères d'accessibilité, en devant garantir l'accès à ce droit, en devant apprécier si les critères sont remplis, et donc ça concerne les soignants, mais ça concerne aussi les juges qui vont se retrouver avec des situations à juger. Et donc c'est l'intrusion de la justice dans la fin de vie des personnes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais cette justice, elle s'était déjà introduite avec la loi Leonetti, c'est vrai. Et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile pour l'avoir vécu à l'hôpital, parce qu'en fin de vie, ce sont des situations extrêmement difficiles. Quand vous avez une famille qui vous dit bah, « moi je vais chercher mon avocat parce que ça ne va pas se passer comme ça », ou que le médecin m'appelle en panique en disant « qu'est-ce que je fais Madame Grosset, je sens qu'ils vont me poursuivre et j'ai peur de ma responsabilité », bah, ce n'est pas du tout une façon, on va dire, sereine d'aborder les choses. Donc l'intrusion de la justice, elle existe déjà depuis qu'il y a eu la loi Leonetti et puis l'affaire Lambert. Et on voit déjà toute sa difficulté. Et puis, vous le savez aussi, pour tous ceux qui travaillent dans les soins sans consentement, l'intrusion de la justice, il est très fort dans les soins sans consentement avec le contrôle automatique du juge. Et Dieu sait si ça pose des problèmes. Sur la contention et l'isolement, c'est la même chose. Ça participe toujours d'une idée au départ qui est bonne, qui est de protéger le sujet, qui est de respecter la liberté individuelle de la personne, mais parfois, on arrive à des situations extrêmement complexes, extrêmement lourdes, et même parfois, dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement, qui peuvent conduire à diminuer la qualité des soins, tellement les contraintes administratives sont lourdes. Donc cette bascule fondamentale, elle est difficile à contester, et les questions qui surgissent, elles sont nombreuses, et sans doute encore inconnues. Parce qu'on a beau essayer de s'imaginer toutes les questions nouvelles qui vont arriver, on n'arrive pas forcément à les anticiper. Je vous donne un exemple. Quand on a préparé la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti, et qu'on a mis en place le fait de pouvoir recourir à un juge pour savoir si l'arrêt de traitement était légal, le point de vue de l'ensemble de tous les légistes, de toutes les juristes qui se sont penchés sur ce texte, c'était il faut mettre fin au pouvoir des médecins de s'obstiner, de faire de l'acharnement thérapeutique, et il faut restituer le patient et les familles dans leurs droits. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie, comme on dit, j'aime pas du tout cette expression, mais elle est parlante. C'était exactement l'inverse qui s'est produit. C'est que les recours qu'on a eus, nous, devant le tribunal administratif, c'était des familles qui contre la PHP, en l'occurrence, où je travaillais, c'était les familles des patients qui étaient contre les décisions d'arrêt des traitements et qui voulaient poursuivre la vie, et pas qu'on l'arrête. Et ça, personne ne l'avait anticipé. Donc, il y aura sans doute des questions qu'on n'a pas vu venir et qui vont se poser quand on aura légalisé. Mais la première question, et donc c'est le cœur de nos débats aujourd'hui, c'est qui est légitime à accéder à une aide à mourir. Comment est-ce qu'on considère, comment notre société considère que telle et telle personne remplit des critères. Alors ce débat il est d'autant plus actuel qu'on voit bien qu'au fil des débats parlementaires, eh bien, ces critères ne cessent de changer. Donc quand j'ai commencé à préparer mon intervention, Bruno m'avait dit oui, il faut parler quand même de ce problème de légiférer pour l'exception. Et quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit oui, mais enfin là, quand je vois les derniers critères qui ont été adoptés par la commission spéciale, je suis plus certaine qu'on soit vraiment dans l'exception. On est en train de changer de paradigme à nouveau. Et d'ailleurs, ça montre bien qu'on va avoir du mal, on va avoir beaucoup de mal. Une fois que la bascule va être opérée, on va avoir beaucoup de mal à mettre des barrières et à éviter que la porte s'en trouve toujours plus. Et ça, c'est une question qui est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, je trouve, de dire à quelqu'un bah, toi, ta demande de mort, elle est légitime, mais toi, non, elle n'est pas légitime, parce que tu ne rentres pas dans les critères de la loi, et ta maladie, elle n'est pas vraiment incurable, tu n'es pas vraiment en phase avancée, ou tu n'es pas vraiment en phase terminale. Bon, bref, je trouve que c'est très difficile, et je m'interroge sur la capacité de définir ces critères. Ensuite, il y a une vraie question, qui est, à mon avis, une question qui n'est pas assez traitée d'un point de vue juridique, c'est
comment apprécier le caractère libre et éclairé d'une décision dans un contexte de pénurie d'accès aux soins palliatifs, mais aussi d'accès aux soins curatifs, parce que dans certaines zones de France, les soins curatifs ne sont pas vraiment accessibles. Donc est-ce qu'une personne est véritablement libre de sa décision? Est-ce que c'est une volonté vraiment libre et éclairée de demander une euthanasie alors qu'elle n'a pas pu avoir accès? Et puis, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister et qui m'inquiète un peu, c'est que, c'est un peu dans la suite de ce que je vous ai dit avant, c'est la question de savoir comment est-ce que on va pouvoir socialement appréhender cette nouvelle catégorie juridique auxquelles vont appartenir les personnes qui seront éligibles à l'aide à mourir. Moi, j'ai peur qu'on ait vraiment une nouvelle catégorie de personnes qui apparaissent. J'ai peur de ce regard de la société. De même qu'on parle des personnes vulnérables, des personnes en situation de handicap, on aura des personnes éligibles à l'aide à mourir. Et je m'interroge aussi, je vais un peu loin dans l'interrogation, et n'y voyez pas de provocation, parce que honnêtement, je me pose même la question pour moi-même. Je crois que personnellement, pour moi, je suis contre l'euthanasie et l'aide à mourir, mais honnêtement, je me dis, si demain, ce droit existe, et que je commence à être très vieille, et que je commence à en avoir assez, et que je commence à être lassée, et que je n'ai pas envie d'être un poids pour ma famille, parce que vraiment, je crois qu'on est tous comme ça, on n'a pas envie d'être un poids pour sa famille. Est-ce que je vais avoir le courage de ne pas demander l'euthanasie et l'aide au suicide? Est-ce que je vais avoir le courage d'assumer, de dire à ma famille, eh bien, oui, ce droit existe, mais moi, je veux rester un poids jusqu'au bout parce que je ne veux pas d'euthanasie et d'aide à mourir. Merci beaucoup. Et demander peut-être une réaction à notre juriste également. Oui, Robert Julie, oui. Pardon. Merci. Oui, je trouve que c'est plus sympathique de voir la salle plutôt que de parler de là. Alors, Marie Grosset a tout dit, hein, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le plan juridique, simplement. De par mon expérience professionnelle qui a été essentiellement celle de pénaliste, puisque ça a été dit tout à l'heure, j'étais directeur des affaires criminelles et graves, j'ai fait toute ma carrière au parquet, au ministère public, j'ai fini procureur général à Aix-en-Provence, et actuellement je suis déontologue auprès de la Haute Autorité de Santé, mais ça n'a rien à voir, je mets de côté, j'en parlerai pas, puisque la Haute Autorité de Santé est même saisie pour émettre un avis, donc il ne faudrait pas qu'il y ait la moindre confusion par rapport à ce que je dis. Pour autant, la question qui se pose aujourd'hui est une question quand même assez exceptionnelle, puisque nous sommes pour la première fois confrontés à une situation où on va officiellement dire dans la loi qu'on peut tuer quelqu'un. C'est-à-dire que ça, on le connaît en temps de paix, on ne l'a jamais connu. C'est-à-dire qu'on va cacher, on va créer une situation d'irresponsabilité pénale pour une situation où l'on va donner la mort à quelqu'un en situation de paix, en temps de paix. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je disais tout à l'heure en aparté que, évidemment, cette question n'est pas simplement juridique. Si elle n'était que juridique, ce serait vite réglé. Derrière tout ça, il y a tout un débat qui est philosophique, politique, intellectuel, tout ce que vous voulez, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Néanmoins, l'aspect juridique est une dimension à prendre en compte pour avoir un petit peu des cadres qui permettent de savoir où l'on va et où l'on en est actuellement par rapport à l'état du droit. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir un petit peu d'où on vient et où on va. D'où on vient, ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'évolution au fil du temps, n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on condamnait des gens pour suicide. Je crois que c'est 1780 et quelques, 91 peut-être.
une jeune femme s'est suicidée, se suicide, n'y parvient pas, et on fait tout pour la soigner, et une fois qu'elle est bien rétablie, on la condamne à mort. Parce que le code pénal prévoyait la pénalisation, et même avec condamnation à mort, du suicide. On a tout fait pour ensuite voir évoluer tout cela au point qu'on a non seulement dépénalisé le suicide, mais en même temps on a aussi dit que finalement c'était un droit humain, presque, celui de pouvoir aussi mettre un terme à sa vie soi-même, et qu'on ne pouvait pas le remettre en cause, cette idée. Et tout ça, c'est sous l'influence, effectivement, de tous les textes sur les déclarations des droits de l'homme, notamment, etc. Donc voilà où on vient, voilà où on en est, et aujourd'hui, on en est au stade où, paradoxalement d'ailleurs, on met en place une législation qui permet d'aider au suicide, et parallèlement, on pénalise la provocation au suicide. Donc on a une société qui est en train de ne pas vraiment savoir où elle va, et on est quand même un petit peu perdu. Et le juriste que je suis, celui qui était en charge de l'engagement de poursuite, l'est encore plus, parce qu'on ne sait plus très bien vers qui et qui il va falloir poursuivre et qui il ne va pas falloir poursuivre. Mais pour revenir à notre sujet de façon plus sérieuse, on a aujourd'hui un état du droit qui ouvre quand même des portes. Alors, en même temps, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas simplement une question juridique, et ça l'est d'autant moins aujourd'hui quand même que de plus en plus, l'état de droit est quand même contesté. Et on voit bien que le fait de dire le droit l'autorise ou le droit ne l'autorise pas n'est pas un argument qui suffit aujourd'hui, puisqu'on conteste même la réalité et la consistance de l'état de droit. On voit fleurir d'ailleurs toute une série de propositions, y compris constitutionnelles, de modification de la constitutionnelle, pour dire que finalement ce sera toujours le législateur qui aura raison, quel que soit l'état de droit et quelle que soit la décision que pourra prendre le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ou je ne sais qui d'autre. Donc on est aussi dans cette situation. Alors, qu'est-ce que cette loi pose comme problème, et quel est l'état actuel du droit? Je crois que ce qui est important, c'est de se référer à l'avis qui a été donné par le Conseil d'État à propos de cette loi. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Conseil d'État? Il nous dit que la question finalement de l'aide à mourir, et telle qu'elle est prévue par le projet de loi, ne soulève pas finalement, n'est pas quelque chose qui pose un problème qui ferait... attendez, je me perds un peu dans mes notes, c'est pour ça que je suis désolé. Qui poserait un interdit, en tout cas, de cette loi, en faisant référence à un certain nombre d'autres dispositions, d'autres décisions qui ont été rendues, notamment par le Conseil constitutionnel, et puis, et surtout, par la Cour européenne des droits de l'homme. Tout le monde a en tête la fameuse décision Mortier à propos de la législation belge, qui reconnaît deux choses. Qui reconnaît d'une part, effectivement, que le droit à mourir n'est pas un droit absolu, qui est quand même déjà un point positif. On ne peut pas accepter que le droit à mourir devienne un droit absolu, parce que précisément l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dit précisément que le droit qui doit être protégé, c'est le droit à la vie, et pas le droit à la mort. Bon. Ça, c'est quand même un premier point de raisonnement. Mais par ailleurs, il va dire, cette décision de la Cour européenne, pour être rapide et un petit peu schématique, il va dire, mais il y a une autre disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'article 8, celui sur la protection de la vie privée, qui permet de considérer que on peut, à partir du moment,
et pour la défense de sa vie privée, de son intimité, de sa dignité, on peut mettre en place les conditions qui permettent de respecter ce droit à la vie privée. Ça ne veut pas dire qu'on va dire qu'on a le droit de tuer, mais ce qu'il faut, c'est mettre en place les conditions qui permettent de satisfaire cette demande individuelle. C'est un peu, aujourd'hui, effectivement, la question des droits subjectifs qui étaient évoqués à l'instant, les droits individuels, disons, peuvent avoir un impact différent de ce que c'était au départ. Lorsque on a créé la Déclaration des droits de l'homme, puis la Convention européenne des droits de l'homme, et tout le mouvement du siècle des Lumières, etc., les droits individuels étaient considérés comme étant le moyen de limiter quelque part le pouvoir absolu de l'État et de l'autorité. On disait l'État, les gouvernements, les autorités politiques peuvent faire des choses jusqu'à une certaine limite qui est celle des droits individuels qu'il faut respecter. On est en train de changer un petit peu de paradigme avec le fait que c'est plus simplement un droit, ça devient une exigence aussi. C'est-à-dire que le droit individuel devient une exigence vis-à-vis de l'État pour mettre en place les mesures qui permettent de satisfaire ce droit individuel. Et ce n'est pas que dans ce monde-là qu'on le voit, on le voit sur beaucoup d'autres sujets, où finalement l'exigence qui est formulée vis-à-vis de l'État, c'est de mettre en place les dispositions, les mesures qui permettent de satisfaire le droit individuel. Et c'est un petit peu ce raisonnement-là qui aujourd'hui prédomine et qui permet de dire finalement, ce que dit le Conseil d'État, c'est que bon, il n'y a pas d'incompatibilité avec cette loi, à condition bien sûr, et ça c'est l'exigence quand même aussi de la Cour européenne des droits de l'homme, à condition bien sûr qu'il y ait des garanties et que le texte prévoit des mesures qui préservent quand même aussi l'abus du droit accordé, en mettant des garanties qui sont toutes celles qu'on a évoquées plus ou moins, l'intervention d'une décision médicale, collégiale, un contrôle, etc. Je voudrais simplement évoquer 2-3 petits points très rapides, c'est par observation cette fois-ci. Ce qui me paraît quand même aussi intéressant dans cette loi, et qui a été rajouté lors du débat parlementaire, et qui me pose quand même un sérieux problème, c'est la création du délit d'entrave. Délit d'entrave, à l'image de celui existant pour l'avortement. Ça a été évoqué tout à l'heure, pour moi c'est pas du tout la même chose, on ne peut pas sur le même sujet, mais on crée ce délit d'entrave. Et non seulement on crée le délit d'entrave, mais on rajoute à la fin un alinéa au délit d'entrave, comme toujours maintenant de plus en plus, en accordant le droit d'engager la poursuite et de saisir la justice à des associations qui défendent finalement le droit à mourir. On voit très bien ce que ça va devenir. C'est-à-dire que je ne sais même pas si on pourra tenir un débat comme celui-ci avec ce délit d'entrave, parce qu'il y aura toujours une association qui voudra dire mais ça, c'est quelque chose qui est une entrave au droit à mourir et à l'aide à mourir. La deuxième chose aussi qui paraissait être évoquée comme ça rapidement, c'est le fait que on passe quand même d'une autorisation. Vous savez que le pénal, une infraction pénale, elle est répréhensible, la responsabilité est engagée de l'auteur, sauf si la loi autorise l'infraction, quelque part, enfin, ou autorise la situation qui peut revêtir la qualification pénale. Il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que c'est quand même la première fois qu'on a
Et le texte de la loi le prévoit, ça. Il dit que c'est une autorisation de la loi au sens de l'article 121.4 du Code pénal. C'est expressément dit dans la loi, ce qui est assez inhabituel, parce qu'habituellement on n'a pas besoin de le dire, ça se fait. C'est la première fois qu'on utilise cette disposition pour un crime, avec un meurtre, un homicide, pardon, voilà ce que je voulais dire, un homicide. On le retrouve nulle part ailleurs. En général, c'est plutôt des délits, des vols, des infractions sexuelles, ou alors c'est pour faire respecter l'autorité, par exemple, des policiers, qui peuvent user de violence pour procéder à un certain nombre d'actions qui sont régulières. Là, c'est la première fois qu'on voit ça. Et le constat aussi qu'on fait, qui est un autre constat, c'est que à partir du moment où on met une disposition qui autorise de commettre une infraction, assez rapidement, on a une perte des sens de responsabilité. C'est-à-dire que ceux qui sont susceptibles de commettre ces infractions s'abritent précisément devant le fait que la loi l'a autorisé et que donc, par conséquent, il n'y a même pas de problème et de questions à poser. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus, on est dans une société de ce format-là. Moi, j'étais très frappé dans ma pratique professionnelle de voir que lorsqu'on interrogeait des gens qui étaient susceptibles de se voir reprocher une infraction, ils disaient « mais j'ai bien rempli le tableau qu'il fallait que je remplisse. J'ai bien coché la case, c'est prévu, j'ai un protocole, j'ai une loi, j'ai un règlement qui me dit qu'il faut faire ça, ça, ça. J'ai fait ça, ça, ça. Est-ce que vous avez rencontré la personne? Est-ce que vous lui avez parlé? Non, pas du tout. Mais peu importe, j'ai rempli mes cases, et c'est à partir de là, évidemment, que tout le système de défense est mis en place et débouche parfois sur des relax. Dernier point, simplement, rapidement, j'ai vu la loi belge, j'ai vu pour la loi belge quand même un truc qui m'a sidéré. Il y a eu une condamnation, je crois, enfin une poursuite, je ne sais plus très bien dans quel cadre, et il y a actuellement une proposition de loi belge pour créer des situations d'irresponsabilité pénale lorsque les conditions ou les règles de procédure, de forme, de fond ne sont pas respectées. Jusqu'à présent, les professionnels qui ne respectent pas ça relevaient finalement de l'infraction de criminel. Et là, il y a une proposition de loi qui consiste à dépénaliser tout cela, ou en tout cas une grande partie, pour soit en atténuer le niveau de gravité, soit au contraire pour carrément le rendre totalement exclusif de toute sanction pénale. Et on voit que parmi les causes d'irresponsabilité pénale, on a le fait de donner des informations à la personne concernée. Ça ne serait plus du pénal, ça. Ce serait simplement éventuellement du disciplinaire. Voilà. Mais alors que jusqu'alors c'était criminel puisque c'était considéré comme étant un meurtre, si ce n'était pas respecté. Voilà, non, simplement, voilà, c'est des petites pistes que j'ai souhaité vous ouvrir, mais le débat serait évidemment beaucoup plus long si on avait beaucoup plus de temps. Mais on va voir si j'ai compris d'autres questions. Merci, effectivement, un petit peu de retard sur la pause. On est parmi dans quelques minutes une réflexion ou un commentaire de Cyril Thomas et puis de François Blum aussi. Alors, ça va être une micro-réflexion parce que le temps nous est compté. Alors, moi j'ai bien écouté vos deux interventions et vraiment merci beaucoup. Alors j'ai reconnu la prudence de Sioux, du juriste, du professeur de droit, parce que dire que voilà, ce respect absolu de la vie remonte à 1980, je pense qu'en lien avec voilà, la doctrine pénale, on aurait pu dire que ça remonte quand même à 1791, à la première constitution, au code napoléonien, les décennies du régime républicain qui quand même toujours voulu réaffirmer l'interdit social de tuer. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus clair depuis 1981, donc d'où la prudence et bravo. En vous écoutant, j'ai eu l'impression que, pour articuler un petit peu ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui disait que l'évolution vers cette loi, c'était peut-être, je le dis aussi avec beaucoup de prudence, la mort d'une certaine idée de l'éthique à discuter.
je me demande si c'est pas la mort d'une certaine idée du droit, notamment quand vous avez beaucoup assisté sur la pulvérisation du droit objectif, ça m'a parlé. En tout cas, la mort d'une certaine idée des Lumières. Parce que quand même, toutes ces codifications, toute cette doctrine, toute cette impulsion d'une philosophie morale aussi, qui remonte avec Arias, Voltaire, à Montesquieu, c'est quand même là quelque chose dont on peut se poser la question de savoir si tout ça n'est pas un peu trahi. Enfin, c'est une question. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout développer, mais je voulais vous laisser sur une question, c'est aussi une façon de faire de l'éthique. Merci beaucoup. On prend encore 5 minutes, puis on va faire la pause, qu'on n'est pas en retard. Effectivement, on est en train de passer d'un gouvernement par la loi morale à un gouvernement par le protocole. En fait, une loi morale, ça se transgresse dans la culpabilité, un protocole, ça s'exécute. Les hôpitaux sont soumis à une prolifération de normes, de protocoles, d'indicateurs, et en fait, là, on passe du moral au protocolaire. François, juste, je voudrais te coincer, là, pour le coup, te coincer, voir comment tu réponds à ça. En fait, qu'il y ait des zones grises, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des nuances de gris, ok, l'individuel. Par contre, là, on est en train de dire qu'il y a une loi symbolique. Il y a donc deux solutions. Soit on dit que cette loi symbolique, c'est tout blanc ou c'est tout noir. Soit on la fait tomber, soit on ne la fait pas tomber. Je parle de cette loi symbolique pour le long terme, pour la collectivité. Donc, soit on est pour, soit on est contre, je ne vois pas comment on peut tergiverser. Soit on dit, on l'entroue avec des critères très stricts. C'est-à-dire qu'on fait craquer la porte et on l'entroue. Or, à la commission spéciale, ça s'est donné un coup très vite en 10 jours public qu'ailleurs, ok, peu importe. Et en tous les cas, donc, ma question est très très simple. Comment tu réponds à toi-même à cette question du collectif et du long terme? La loi, est-ce qu'on peut l'aménager par des protocoles? Est-ce que c'est une loi symbolique, universelle? Est-ce qu'elle peut être ouverte, fermée, entrouverte? La question c'est quelle est ta vision là-dessus? Parce que tu dis j'ai des doutes, je dis, etc. Très bien, là la réponse est claire, c'est oui ou non. Ou entre eux. Il y a 36 solutions, surtout quand on a beaucoup réfléchi comme toi, qu'on a rien eu. Donc comment tu te positionnes par rapport à cette question mathématique élémentaire? Est-ce qu'on touche à ce fondement civilisationnel et anthropologique ou pas? Voilà, c'est une question pour te passer. Ouais. Non mais j'aime pas trop, mais encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et c'est dans la moitié de mon bouquin. L'autre moitié, j'ai beau avoir fait 25 ans de réanimation oncologique et avoir un certain goût pour les situations désespérées, l'argumentaire par rapport à ça, je ne vais pas pouvoir le développer en 2 minutes face à une salle entière qui est convaincue de l'inverse. Et donc, pour moi, je pense que cette loi peut ouvrir les choses, oui, en mettant des garde-fous pour que sur le long terme, on ne dérive pas sur ce que j'ai signalé tout à l'heure comme les pathologies psychiatriques. Mais pour moi, je n'ai pas d'ambiguïté. Mes dernières pages et les articles qui ont suivi sont ceux d'une ouverture, parce que je pense que la sagesse du législateur, encore que, comme je disais tout à l'heure, tout ce à quoi j'assiste depuis 2 à 3 semaines sur LCP me dément un peu, mais j'ose espérer que sur 1 an, 1 an et demi, la sagesse du législateur français, avec ses caractéristiques qui ne sont pas les caractéristiques des pays utilitaristes anglo-saxons, saura mettre les garde-fous durables pour que ça ne parte pas dans tous les sens. D'accord. Une porte entrouverte ne finira pas grande ouverte dans un temps, si j'ai compris.